beaucoup, hein, surtout avec la température qu'il fait ce soir. Je me suis dit, oh là là, les gens n'auront pas le goût de sortir bien gros. Mais je me dis en même temps, quoi faire d'autre que d'écouter une conférence dans ce temps pareil? Hein? On ne peut pas sortir, il faut rester à la maison. Donc, merci beaucoup de vous donner la peine de venir écouter une histoire de vie qui, en plus, n'est pas nécessairement facile à entendre. J'aime mieux vous prévenir tout de suite, mais qui peut par contre être inspirante devant une épreuve. Donc, pour toute personne qui peut vivre une épreuve, on en vit tous dans nos vies des épreuves. Donc, ça peut vous inspirer, puis j'espère vraiment aller en ce sens-là parce que c'est mon but en faisant cette présentation-là. Donc, je vais me présenter personnellement. Vous allez savoir qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc, mon nom est Chantal Labrec. Je parle assez fort pour tout le monde, oui. Je suis infirmière de formation. Mon parcours, c'est que j'ai travaillé quelques années en psychiatrie, donc avec les personnes qui souffrent de maladies mentales pendant quelques années. Et j'ai travaillé aussi en soins de fin de vie, donc à la Source Gabrielle à Val-d'Or. Mon frère souffrait de schizophrénie. Sa maladie a commencé vers l'âge de 15-16 ans environ. Puis on a reçu de l'aide d'un organisme, le Résilient, anciennement Valpaben, qui est un organisme qui vient en aide aux proches de la personne qui souffre de maladies mentales. Puis on a été vraiment soutenus, accompagnés d'une façon remarquable par eux. Puis ce que j'ai trouvé particulièrement humain, c'est qu'ils étaient présents aux funérailles de mon frère parce que malheureusement, mon frère est décédé aujourd'hui, bonsoir. Il s'est enlevé la vie. Donc, ce geste-là peut sembler simple et banal, mais pour moi, ça a mis vraiment un baume sur mon cœur. Puis je me suis dit, wow, c'est des gestes qui sont humainement possibles encore aujourd'hui. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille là au Résilient. Comme directrice, j'en suis déjà à ma 5e année, puis j'espère vraiment aider d'autres familles comme on l'a si bien été. Pour moi, c'est excessivement important. D'ailleurs, vous allez le voir à travers ma présentation que je vais vous faire, que c'est un petit peu comme une mission de vie que je me suis donnée, que d'aider les gens au niveau de leur bien-être mental. J'ai d'ailleurs aussi écrit un livre, comme vous pouvez voir ici, « 1001 regards pour une solitude », comme Michel a parlé tantôt. Ce livre-là relate, en fait, mon vécu avec mon frère, ma perception à moi de sa souffrance, mais également plein de conseils pour cheminer sainement à travers une épreuve importante. Mon livre, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Je suis très agréablement surprise des résultats. Je l'avais fait au départ beaucoup pour les proches, hein, qui ont une personne qui souffre de maladie mentale, mais je reçois beaucoup de témoignages à l'effet que non seulement ça aide les proches, oui, qui ont une personne près d'elle atteinte, mais ça aide également toute personne dans l'épreuve. Donc, je suis très contente de savoir ça. Également, à ma grande surprise, mon livre est en demande dans les 6 au Québec. Donc, dans les 6 et les centres hospitaliers, comme ressource pour les intervenants et aussi pour les patients. Donc, ça aide et les intervenants et les patients à l'hôpital. Donc, c'est très bien. Et comme Michel disait, mon livre il se retrouve dans le réseau Biblio-Aidant comme ressource documentaire qui est recommandé de lire sur la fascicule santé mentale. Puis moi, bien, je pensais jamais, honnêtement, que j'écrirais un livre. Honnêtement, là, je pensais jamais, c'était pas dans ma visée de plus tard écrire un livre. Mais comment ça s'est passé, c'est que dès le lendemain du décès de mon frère, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment besoin d'écrire. Écrire parce que j'avais beaucoup de choses à dire à mon frère que je lui avais pas dites et des choses que j'aurais voulu faire que j'ai pas faites. Parce que quand une personne souffre de schizophrénie, sûrement certaines personnes le savent déjà, mais la personne est non seulement transformée, mais elle a également souvent un jugement qui est erroné, un jugement qui est altéré, disons. Puis ça, bien, on le voit pas toujours, hein? Puis des fois, la personne est parfaitement lucide, d'autres fois, le jugement, ça vacille un petit peu. Donc, certaines choses que je me permettais plus de faire ou de dire avec mon frère, comme par exemple, faire un gros câlin entre frères et sœurs, hein, normalement, ça va de soi, comme. Mais là, je me permettais plus de faire ça parce que j'avais peur qu'il l'interprète d'une mauvaise façon. Je ne l'ai jamais su si ça aurait été ça, mais moi, je ne me permettais plus de faire ça. C'est ça, en écrivant cette lettre-là, j'ai écrit une lettre tout d'abord, puis ça m'a fait un bien fou d'écrire cette lettre-là qui se trouve en copie intégrale à la fin de mon livre. Mais je me suis dit que ça pouvait venir en aide à d'autres personnes. Puis j'avais tellement d'autres choses à écrire que j'ai décidé à partir de ce moment-là d'orchestrer mes écrits plus sous forme de chapitres. Et avec beaucoup de travail, j'y suis parvenue. C'est un livre. Mais on va s'entendre qu'on n'écrit pas un livre juste pour écrire un livre. Hein? On a un but quand on écrit un livre avec tout le travail que ça demande et la correction et tout. Donc, bien honnêtement, là, en étant honnête avec vous, mon premier but, c'était de m'aider moi-même. Ça a été
vraiment très thérapeutique d'écrire. Ça a été très salutaire, donc je le conseille à tout le monde d'ailleurs. Mais je l'ai fait aussi beaucoup pour mon frère. Mon frère était le genre de personne excessivement soucieuse du bien des autres, surtout avant sa maladie, mais même pendant. Il venait en aide aux autres. Il y avait ce souci-là. Donc, je me dis que par mes écrits, il va continuer d'aider les autres. Je le fais également, mon livre, je l'ai fait pour aider les proches, bien sûr, qui souffrent de maladies mentales, parce que je travaille au Résilient, qui est un organisme qui aide les proches. Donc, je l'ai fait pour ça, pour qu'elles se sentent soutenues, comprises, parce que je peux réellement comprendre ce qu'elles vivent. Je l'ai vécu moi aussi. Puis ça, ce vécu-là, expérientiel, ça apporte un bagage qu'on n'a pas si on le vit pas. On ne peut pas nécessairement pleinement comprendre si on ne l'a pas vécu. Je l'ai fait aussi beaucoup pour les préjugés. Chers préjugés. On a fait un pas de géant parce que mon frère, quand sa maladie a commencé, c'était dans les années 90. Donc, si on recule pratiquement de 30 ans, là, si j'avais le malheur de prononcer le mot schizophrénie, ce que j'ai jamais caché, j'avais une maladie contagieuse tout d'un coup. Les gens, là, hein? Dans les années 90, si on recule, c'était comme ça. Donc, on a fait un pas de géant dont je suis vraiment contente. Les gens, comme ce soir, vous le saviez, c'était écrit « maladie mentale » dans le titre de ma conférence. C'était pas un secret, puis vous êtes venus. Donc ça me démontre qu'il y a une certaine volonté de compréhension beaucoup plus grande, une grande ouverture à comprendre ce que c'est et n'en parler. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais malheureusement, il reste des préjugés, puis ceux-là, là, je veux les gratter. Ils me fatiguent. Donc, si je peux arriver, ne serait-ce que par mes paroles, par mes écrits, arriver à conscientiser juste quelques personnes de plus à la réalité dans laquelle baigne la personne qui souffre de maladie mentale, mais également son entourage, bien, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Voilà pour mes buts. Il m'en reste un qui est non le moindre. C'est pour aider les personnes qui souffrent elles-mêmes de maladies mentales. Parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'aide. Puis mon livre est là pour les amener à comprendre l'importance de s'adapter à la situation, d'apprendre à composer faire avec la maladie, en fin de compte, et non l'inverse. Ce que malheureusement, mon frère n'est pas parvenu à faire. Parce que je le sais, ces personnes-là ont beaucoup de deuil à faire. Mais c'est tellement possible parce que j'ai vu des exemples concrets dans ma carrière professionnelle. J'ai des amis aussi qui sont en rétablissement. Je pense, exemple, à mon bon ami Richard Langlois, qui souffre de maladie mentale, mais qui est lui aussi auteur en santé mentale. Il a écrit la préface de mon livre. Je pense à plein de gens qui se sont rétablis. Donc oui, c'est possible. Moi, je dis ça gros, là, haut et fort, c'est possible. Donc voilà pour mes buts. Avant de commencer, il se peut, parce que ça fait une vingtaine de fois déjà, ça va vite, que je donne cette conférence-là, il se peut qu'à un moment donné, ça vous fasse penser à votre vécu, que ça puisse vous interpeller d'une façon que vous ne comprendrez même pas. Il y a déjà des gens qui sont venus me voir et me dire « Je ne sais pas pourquoi, mais mon Dieu que ça vient me chercher ce que tu dis. » Ça se peut. Puis ça se peut que ce soit vous, ça se peut que ce soit moi. En général, j'arrive à en parler avec détachement, mais ça m'est arrivé une fois, bien honnêtement, de pleurer en conférence. Une fois, c'est l'émotion. Hein? Tu sais, l'émotion, quand ça monte, là, en vous et moi, ça se dit pas « OK, j'arrive dans 5 minutes, là, prépare-toi. » Oh non, c'est pas de même, ça marche, hein? Ça marche à peu près comme une bulle de 7-Up qui monte, il est trop tard, elle est montée. Bien, l'émotion, c'est comme ça. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on se laisse cette place-là ce soir. Si on a à pleurer, on pleurera. Pourquoi qu'on peut pleurer, pensez-vous? Bien, c'est pour laisser sortir ce qu'il y a à sortir. L'émotion, c'est pas pour rien qu'on a cette faculté-là dans le corps humain. C'est pour que ça sorte. Êtes-vous d'accord avec ça, qu'on se laisse cette place-là ce soir? Oui. Oui? J'ai pas bien compris. Oui. Ouf, OK, parce que là, j'ai entendu faiblement. Oui. Je suis pas sûre, je vais rester là. OK, fiou. On y va d'abord. Donc, ici, c'est un petit aperçu de ma conférence. Globalement, ce qu'on va voir, bien, je tiens à parler de sa jeunesse. Pourquoi? Parce que mon frère, qui s'appelait Alain, c'est pas juste une maladie. Loin de là, c'est une personne à part entière. Donc, je tiens à parler de sa jeunesse pour montrer aussi que ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Je vais parler, bien sûr, de la progression de sa maladie dans mes yeux de sœur, bien sûr. On va parler de son décès. Je ne peux pas passer à côté, c'est arrivé. Également, qu'est-ce que ça m'a fait vivre que mon frère décède? Qu'est-ce que j'ai vécu après?
Qu'est-ce que j'ai vécu aussi pendant, bien sûr? Qu'est-ce qui m'a aidé à cheminer sainement à travers ce deuil-là? Puis quand je parle de deuil, je vais vous le réexpliquer tantôt, mais c'est pas juste la mort de mon frère, mais c'est tout le processus. Hein? Il y a une succession de deuils. Quand la personne a une maladie, on a un deuil à faire en tant que proche aussi. On a tous des deuils, même si c'est pas la santé mentale. Donc, c'est pour ça que mon livre, je pense qu'il vient en aide au niveau de l'épreuve, c'est que peu importe le deuil, on passe par le même processus. Même, peu importe c'est quoi le deuil, en fait, c'est une perte importante. Et j'ai mis une période de questions à la fin. Je l'ai mis là. Si vous vous sentez à l'aise d'en poser pendant, allez-y, il n'y a pas de problème. Je ne veux juste pas m'étirer longtemps pendant. Donc, on va y aller avec la jeunesse. Donc ici, j'ai amené des petits souvenirs aussi pour vous montrer. Donc ça, c'est le cadeau que tenait mon frère. Et voilà, c'était à Noël. J'ai quelques petits souvenirs comme ça. Donc moi, là-dessus, j'avais peut-être 4 ans, mon frère 7 ans. On était des enfants d'environ 3 ans de différence. Ici, je ne sais pas comment l'activer, sûrement avec ça ici. Vous allez voir que ça ne parle pas parce que c'est des vieux vidéos, mais j'ai intérêt à suivre. Vous allez comprendre. Ici, ça swing. Mais je pense que j'étais contente. Ici, c'est un Noël. Mes parents venaient juste de se séparer. Okay? Mon frère était très content. Il aimait beaucoup les jeux vidéo, comme la majorité des garçons d'ailleurs. Moi, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans à cette époque-là. Puis mes parents se sont séparés. Puis mon frère, lui, je me souviens de sa réaction, bien, il n'en a carrément pas eu. Il regardait par terre, je me souviens, là, puis il n'a pas réagi. Moi, je me souviens que ça se pouvait pas, puis je pleurais, puis en tout cas, j'ai fait une genre de crise, là. Ça paraît pas de même, mais je suis capable. Je me suis emportée. Puis mon frère, lui, il n'a pas eu de réaction. Puis avec du recul aujourd'hui, puis là, quand je dis ça, je ne veux pas culpabiliser aucun parent, là, loin de là. Je suis parent, moi aussi. Je sais c'est quoi la réalité d'être parent. On fait ce qu'on peut. Mais je pense qu'avec du recul, mon frère, je crois qu'il aurait eu besoin à ce moment-là et dans les temps subséquents de verbaliser, ce qu'il n'a pas fait. Parce que ça s'est manifesté, vous allez le voir, par des changements de comportement. Donc, il s'est mis à avoir vraiment des changements de comportement assez importants qui, malheureusement, ont dégénéré. Peut-être qu'il aurait eu besoin de verbaliser avec quelqu'un d'impartial, tu sais, à ce moment-là. Peut-être que ça aurait pu lui faire du bien. Puis, tu sais, les garçons, hein, ils ont de la misère à verbaliser. Donc, lui, ça s'est manifesté dans des comportements. Bon, il y a eu des changements de comportement qui ont commencé, justement, vers 12 ans à peu près. Il s'est mis à fumer. C'est quand même jeune, 12 ans pour fumer. Il a changé totalement son cercle d'amis. Donc, avant, il était quelqu'un de très studieux, très méticuleux dans ses études. Puis là, bien, il s'est mis à se tenir avec des amis qui aimaient écouter de la musique heavy metal. Vous savez c'est quoi à peu près? Donc, juste pour vous donner une idée, il portait ça dans le poignet. Il y avait un gilet, comme on peut voir, là, des gilets d'heavy metal. Il s'est fait pousser les cheveux. Donc, il a tout changé son code vestimentaire qui va avec ça. Puis malheureusement, il s'est mis à consommer aussi de la drogue, donc principalement de la marijuana. Tu sais, au début, il en consommait occasionnellement. Je voyais ça quand j'étais petite. Après ça, c'était à toutes les fins de semaine. Puis à un moment donné, ça s'est même installé la semaine. Donc là, ça commençait à être plus problématique. Puis je ne sais pas si mon frère aurait continué de consommer, tu sais, s'il y avait eu de la prévention, parce qu'à ce moment-là, c'était méconnu, hein, que ça pouvait développer des psychoses. Je ne sais pas s'il en aurait consommé. Tu sais, c'est des questions que je me pose aujourd'hui, mais je n'aurai jamais la réponse. Mais les études jusqu'à ce jour démontrent pas à tout coup que ça développe la schizophrénie, consommer de la marijuana. Par contre, si on a une vulnérabilité à le développer, c'est un puissant déclencheur. Puis ça, vraiment, dans toutes les études corrélées ensemble, c'est démontré hors de tout doute, ça. Ils en font encore des études plus poussées. Ah, c'est dans les micros, je pense? OK. Et... Non, c'est ça. Là, on est dans le sujet. Ça se peut qu'on entende des voix, mesdames et messieurs. OK. Ça peut nous faire imaginer des choses à force d'en parler.
Non. Puis il s'est mis à jouer à un jeu qui se nomme le Ouija. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi? Je vais l'expliquer globalement, vite fait, c'est quoi. C'est en fait une planche de jeu. Puis moi, je considère que c'est un jeu dangereux, mais malheureusement, c'est en vente dans les magasins n'importe où, là. C'est une planchette avec un verre au milieu, puis il y a des lettres, des chiffres, puis les gens se concentrent, puis ils mettent leurs mains au-dessus du verre, puis ils posent des questions, puis c'est soi-disant des esprits qui répondent en répondant avec des lettres, puis ça forme des mots. Puis mon frère, bien, il s'était mis à jouer à ce jeu-là. Puis mon frère a toujours été attiré par le paranormal, donc il en avait pour son compte en jouant à ce jeu-là. Il aimait ça. Mais à un moment donné, il était juste 2 personnes, ils ont joué ensemble. Puis le verre, la réponse que ça a donné, ils ont demandé c'est qui qu'il y avait dans le verre. Puis la réponse, c'était Satan. Là, ils ont eu vraiment peur. Hein? Ils ont eu peur, donc ils ont serré le jeu, ils ont mis le verre sur un speaker, je ne sais pas c'est quoi le nom en français, puis un microphone, je pense, en tout cas. Puis le lendemain matin, en se levant, le verre était tombé à terre, mais il était fracassé en 2 parties parfaitement égales sur le sens de la longueur. Mais là, ils ne comprenaient pas parce que le microphone était à peu près pas plus haut que ça. Puis c'était du tapis en dessous. Fait qu'ils ont fait le tour de la maison pour savoir qui avait cassé le verre. Il n'y avait pas personne qui avait cassé le verre. Donc, ils n'ont jamais rien compris. Mais depuis ce temps-là, mon frère me l'avait dit à ce moment-là, je ne jouerai plus jamais à ça. J'ai eu la peur de ma vie. Je ne veux plus rien savoir. Puis, tu sais, on le sait pas, ça. Hein? C'est pas prouvé. Ça ne peut pas être prouvé scientifiquement. Ce qu'on ne voit pas, ils ne peuvent pas le prouver. Mais je me dis, quand on ne sait pas dans quoi on s'engage, pourquoi jouer à ce jeu-là et courir le risque de... Parce que, étrangement parlant, bien, ces 2 amis-là, pas longtemps après, ils ont déclenché les 2 une schizophrénie. Hasard, ça, je ne sais pas. Donc, mon frère a perdu l'intérêt de l'école à ce moment-là. Comme je disais, il était très minutieux avant. Puis là, vraiment, le seul intérêt qu'il avait, c'était d'être avec ses amis. Puis il avait formé un groupe de musique, puis il jouait de la guitare. Puis c'est juste ça qui l'intéressait. Mais la maladie, à ce moment-là, comme en secondaire 3, n'était pas présente. Il avait 14 ans. Ici, c'est des dessins que mon frère a faits. Il était très bon en dessin. Mon frère ne se trouvait pas bon, mais moi, j'ai toujours dit, tu es vraiment bon en dessin. À comparer à mes dessins à moi, là, j'aurais pu vous dessiner à côté mon dessin. Là, vous auriez dit, ouais, l'autre, il est plus beau. Donc, le dessin de mon frère, on peut voir qu'il y avait une certaine colère dans son dessin. Moi, c'est ce que je vois. En tout cas, celui à gauche. Celui à droite est plus pacifique. Donc, on va voir la progression de sa maladie puis ce que ça m'a fait vivre. Donc, ici, il n'était pas encore tout à fait... il n'y avait pas de symptômes de schizophrénie à proprement parler, mais comme on peut voir, surtout la photo du haut, on le voit, il avait l'air malade. Il était blême. Tu sais, on peut le voir sur la photo. Il était blême. Il avait les yeux creux, les yeux un peu vitreux. Il avait l'air toujours fatigué, désintéressé. Puis, j'ai jamais compris pourquoi, mes parents non plus d'ailleurs, mais vers l'âge à peu près de 15 ans, mon frère, il a tout arrêté ça. Il a arrêté d'écouter de la musique heavy metal. Il a tout coupé ses amis. Il est revenu sérieux, mais encore plus sérieux qu'avant. Donc, il s'est fait couper les cheveux, il est revenu très, très, très sérieux. Même que mon frère, à chaque fois que je le voyais, il avait le nez dans les livres. Il ne faisait qu'étudier, mon frère, à ce moment-là. Il m'avait dit pourquoi. Il disait que il avait pris conscience que ça ne le mènerait à rien de bon. Ce qu'il faisait de consommer de la drogue puis jouer de la musique, ça ne ferait rien de bon dans sa vie, que lui, il voulait devenir comptable puis avoir des enfants. À ce moment-là, c'est ce qu'il disait. Le seul symptôme qui était présent à 15 ans, là, à l'aube de ses 15 ans, c'était l'isolement. Parce que là, en changeant le cercle d'amis, dans le fond, il s'est coupé de tout le monde. Il n'y avait plus d'amis, il n'y avait plus personne. Donc, il y avait ses livres. Donc, il s'est ramassé vraiment tout seul. Donc, moi, à ce moment-là, c'est sûr, quand j'étais petite, je trouvais ça bizarre. Mais, tu sais, je me disais, bon, c'est lui, il a changé. Tu sais, mais avec du recul aujourd'hui, je me dis, pourquoi il a fait ce comportement-là? Est-ce que c'est, exemple, parce qu'il y a eu des symptômes précurseurs, des symptômes dans lui, exemple des hallucinations auditives ou des choses comme ça, qui a fait, moi, je lâche tout ça, puis il a eu peur. Est-ce que c'est ça? Moi, c'est ce que je pense, mais je peux me tromper. Je n'aurai jamais de réponse non plus. Il faut naviguer avec l'absence de réponse dans la vie. Donc ça, ici, c'est à la remise de son diplôme d'études secondaires 5. Il allait bien encore, mais ça a sombré, là.
sais, comme là, en secondaire 5, son diplôme commençait un petit peu à avoir des symptômes. Mais pas, il n'y avait rien de marquant encore. Ce qui a été vraiment la cerise sur le sundae, comme on peut dire, qui a fait déclencher la maladie, c'est que son meilleur ami, qui était dans son groupe de musique, même s'il avait lâché le groupe de musique, c'était resté un ami quand même. Il était venu le voir, puis il lui avait remis des choses en disant qu'il en aurait plus besoin. Puis je me souviens, il était sur le cadre de la porte, puis il avait remis, exemple, une cassette d'un spectacle de musique qu'il avait fait, un T-shirt, des choses comme ça. Mais ce qu'on a su, c'est que le lendemain, son ami s'est enlevé la vie. Donc, ça a vraiment fait... ça a fait vraiment déclencher la maladie. Mon frère, sur le coup, c'est la seule fois que j'ai vu mon frère pleurer. Je l'ai vu, mais il a pleuré en silence, quelques larmes, c'est tout ce que j'ai vu. Mais par contre, ses comportements, là, ça a fait vraiment du jour au lendemain. Mon frère puis moi, on se taquinait tout le temps, on riait avant. Puis là, c'était carrément, tu peux-tu aller le plus loin sur la terre possible? Je veux plus te voir. Tu sais, c'est ce que je sentais. J'étais jeune, moi, mais je sentais vraiment que je lui tapais sur les nerfs, qu'il ne voulait pas me voir. Il était agressif souvent. Tu sais, quand il levait les yeux à l'envers, il soupirait. Tu sais, donc, je me tenais plus loin. Il est devenu très, très lunatique aussi. C'est comme s'il était là de corps, mais que son esprit était ailleurs. On sentait qu'il n'était pas là. Puis aussi, il s'était mis à rire seul. Ça, la première fois, là, tu sais, puis j'étais jeune, moi, je me souviens, j'arrivais de l'école, puis je ne sais pas pourquoi, mais mon frère était à la maison. Puis j'ai rentré dans la maison, puis j'entendais mon frère rire. Fait que j'étais contente parce que son meilleur ami venait de s'enlever la vie il n'y a pas longtemps. Fait que je me disais, enfin, mon frère, tu sais, ça va mieux, ça se replace. Je rentre dans le salon, puis là, il riait. Je me suis dit, il y a quelque chose de drôle à la télévision. Je regarde la télévision était fermée. Là, je me suis dit, tu sais, dans ma tête d'enfant, à cet âge-là, j'avais 11-12 ans, je me suis dit, ouais, ça doit être parce que c'est sa façon de réagir parce que son ami est mort, puis lui, ça lui fait peut-être du bien de rire. Je comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que c'était pas normal. Mais c'est ça, il s'est mis à rire seul plusieurs fois par la suite, comme ça. Puis aussi, ce que je me souviens, c'est que quand j'avais enregistré ça, c'est que quand il marchait, des fois, il marchait comme un genre de Superman, là, le torse bombé, là. Bien ça, dans ce temps-là, je me tenais loin parce que je savais que quand il était comme ça, il pouvait être très agressif. C'est comme s'il se sentait un super humain. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça, je ne l'ai jamais su, mais je me tenais loin dans ce temps-là. Comme je disais, j'avais à peu près 12 ans quand la maladie s'est déclenchée. Puis moi, dans ma tête d'enfant, à ce moment-là, comment j'ai vécu ça, c'est que je voyais ça un petit peu comme un rhume. Hein? C'est drôle, mais dans une tête d'enfant, c'est pas pareil. Hein? Mais je voyais ça comme si je prenais soin de mon frère, ça pouvait pas faire autrement que d'aller mieux. Donc, je me donnais beaucoup pour que ça aille mieux, justement. Tu sais, j'essayais de faire beaucoup de choses pour lui, tu sais, comme je pouvais, bien sûr, mais je me suis rendu compte, avec le temps, que c'est pas ça, c'est pas moi qui peux faire la différence à ce niveau-là, puis c'est pas comme un rhume. Mais il n'y a pas personne qui me l'a expliqué, mais même mes parents, ça a pris du temps avant qu'on sache qu'il y avait de la schizophrénie. Mon frère a été consulté juste à 19 ans. À un moment donné, il a dit « j'ai besoin d'aide ». Donc, tu sais, avant ça, on ne savait pas ce qu'il y avait. On se disait, tu sais, ça a pu rentrer dans la crise d'adolescence, il a perdu son ami, donc peut-être que c'est sa façon de réagir, tu sais. Puis il prenait de la drogue, donc, tu sais, des fois, hein, quand on prend de la drogue, on a des comportements étranges aussi. Puis moi, j'ai vécu beaucoup d'incompréhension. J'ai toujours été un enfant qui avait la foi. J'ai été élevée de façon catholique, là, mais aujourd'hui, c'est plus tellement ça. J'ai plus un aspect spirituel bien développé que je vais vous expliquer, mais j'ai toujours eu la foi dans moi qu'une force supérieure est là. Mais à ce moment-là, je dois dire, même quand j'étais enfant, là, je remettais en question ça. Pourquoi? Parce que j'avais plein de questions sans réponse. Pourquoi mon frère a cette maladie-là? Pourquoi moi, je suis correcte? Pourquoi ça arrive dans notre famille? Toutes ces questions-là sans réponse faisaient en sorte que je remettais en question ma foi quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, c'est tout autrement, vous allez voir. Donc ça, c'est mon frère qui jouait de la guitare parce que même s'il avait lâché son groupe de musique, il a toujours aimé, il a toujours aimé jouer de la guitare. Donc ça a toujours resté.
Je montre ça, c'est que là, il était content, il était à Hall, puis il projetait faire un programme d'études. Mais pourquoi je monte une photo d'appartement, c'est que dans ma tête, c'est quelque chose de marquant au niveau de la maladie de mon frère. C'est qu'il a beaucoup changé d'appartement. Pourquoi? Pour de multiples raisons. Soit qu'il projetait faire un programme d'études à l'extérieur, puis qu'il abandonnait. Soit qu'il se faisait expulser parce que c'est déjà arrivé qu'il soit très dérangeant. Quand on fait une psychose, est-ce que vous savez c'est quoi une psychose? C'est quand on est déconnecté de la réalité. En fait, on n'est pas dans la réalité avec les gens. Donc, on peut faire des choses qui n'ont pas d'allure, finalement. Comme mon frère, il a déjà écouté de la musique à 3 heures du matin, vraiment très fort. Donc, c'est normal, à un moment donné, le propriétaire, il dit « ça suffit hein? ». C'est compréhensible. Donc, il s'est déjà fait expulser pour ces raisons-là. Et il nous a déjà dit aussi à sa famille, « Moi, je préfère changer de ville parce que ça va m'aider à aller mieux. » Mais on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Hein? C'est pas la ville qui fait qu'on va mieux, c'est bien en dedans de soi-même qu'il faut travailler. Donc, comme symptôme prédominant, si on veut, ce qu'il y avait, mon frère, il y a eu beaucoup d'idées délirantes. Ça, c'était prédominant, je dirais. Comme exemple, il a déjà pensé qu'il avait été Christophe Colomb. Puis c'est vraiment, puis ça a duré un bon bout de temps, ça. Il prenait des livres, il lisait des gros livres, là, puis là, il disait que c'était réellement lui qui avait, tu sais, puis il croyait ça, là, c'était... puis il nous donnait des exemples, puis, tu sais, lui, dans sa tête, ça se tenait, là, nous autres, on savait que... Puis je le sais aussi qu'on n'a pas toujours réagi de la bonne façon. Parce que là, je suis infirmière, j'ai travaillé en psychiatrie, je le sais aujourd'hui comment réagir, mais à ce moment-là, mes parents non plus, on ne le savait pas. Hein? Donc, tu sais, je le sais aujourd'hui qu'il ne faut pas essayer de dissuader la personne. Comme exemple, ben non, voyons, tu n'as pas été Christophe Colomb, ça se peut pas cette affaire-là, arrête ça. Tu sais, on a réagi de même dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas comme ça. Faut se contenter d'écouter ce que la personne a à nous dire, puis de dire, je comprends ce que tu me dis, je comprends que tu me dis que tu vis ça, mais moi, en tout cas... comme Christophe Colomb, ce serait difficile à dire, mais dans le fond, c'est de l'écouter, d'accueillir, mais de ne pas non plus « Ah ouais, raconte-moi ça, continue », de ne pas alimenter, parce que là, ça peut prendre des démesures. Il a déjà pensé aussi que Dieu lui parlait. Il faisait des rêves prémonitoires qu'il notait vraiment dans des calepins. Il nous mettait en garde contre des choses, puis ça le fâchait quand on ne prenait pas ces précautions qu'il nous disait. Mais mettons, l'idée délirante qui était le plus difficile à voir en tant que sœur, c'était qu'il se sente poursuivi, pourchassé. Parce que c'est arrivé, c'est le symptôme qui était le plus souvent. Il sentait qu'on lui voulait du mal, puis qu'on voulait sa mort. C'était très intense. Donc, ce que ça faisait dans ce temps-là, c'est qu'on voyait de la terreur dans ses yeux. Puis mon frère, il s'enfermait dans son loyer, il barrait sa porte, il fermait ses stores en plein jour. Il ne sortait plus, là. Donc, c'était très difficile de voir cette souffrance-là. Aussi, ce qu'il y avait, des hallucinations. Ce que j'ai su, ce qu'il nous a dit, en tout cas, c'est les hallucinations principalement auditives qu'il y avait. Donc, vous pouvez vous en douter, ce n'était pas des voix gentilles, hein? C'était des voix qui disaient des mauvaises choses, que c'était un déchet, mon frère, puis qu'il méritait de mourir. C'était à peu près ça, là, globalement, qu'il nous disait. Des hallucinations visuelles, il y en a eu quelques fois, mais plus rarement. C'était beaucoup plus d'entendre. Il y avait souvent aussi un visage qui n'était pas adéquat à la situation. Tu sais, comme par exemple, quand c'était drôle, bien, mon frère pouvait avoir un visage vraiment sans aucune expression. Puis quand, au contraire, c'était triste, bien là, il pouvait rire. Ça arrivait, ça, quand il était en psychose, là. Puis je me souviens vraiment un fait marquant que je vais me souvenir toute ma vie, tant que ma mémoire va être là. C'était la mort de mon grand-père. C'était un événement triste, hein, un décès. Puis je sais très bien que mon frère aimait mon grand-père. Ça lui a fait de la peine. Mais justement, une personne qui souffre de maladie mentale gère moins bien le stress qu'un autre. Puis souvent, le stress va déclencher une psychose parce qu'il ne gère pas bien ce stress-là. Donc, je pense que c'est ce qui a déclenché. Donc, aux funérailles de aux funérailles de mon grand-père, mon frère avait une psychose. Donc, lui, il riait.
Puis oui, c'était difficile de voir mon frère comme ça, mais ce qui était le plus difficile encore, c'était l'entourage. Parce que l'entourage, mais je les comprends, je les juge pas. L'incompréhension fait que souvent, hein, on a une attitude, soit du mépris. J'ai vu toutes sortes de réactions. J'ai vu du mépris, j'ai vu de l'éloignement. J'ai vu aussi des réactions comme en voulant dire, ben voyons, qu'est-ce que vous faites, là? Vous occupez pas de votre garçon, regardez comment est-ce qu'il est rendu. Tu sais, puis on a eu des paroles aussi qui sont blessantes. Donc, c'est ça qui a fait le plus mal, disons, à mes parents, à moi aussi. Puis, à ce moment-là, les loisirs, mon frère faisait beaucoup... je ne vous l'ai pas montré parce qu'on a sauté les photos tantôt, mais mon frère il a fait du scout pendant plusieurs années. Il a adoré ça. Il a été dans le karaté pendant longtemps. Il y a plein de médailles là-dedans que je ne sortirai pas toutes, là. Mais aussi, ici, il avait été meilleur élève de l'année en 1988 au karaté. Donc, il avait fait beaucoup de sport. Il jouait au hockey avant sa maladie. Puis à sa maladie, bien, il n'y a plus rien qui l'intéressait. Le sport, là, il disait « Ah, c'est plate, ça ne me tente pas ». Puis vous comprendrez qu'avec tous ces symptômes-là, qui n'étaient pas toujours présents, là, c'était très oscillatoire comme symptômes, mais je ne savais jamais quand ça allait être là. Donc, je n'étais pas portée, moi, à inviter des amis chez moi. Hein. J'étais portée à m'isoler, moi aussi, à quelque part. Mais je ne l'ai jamais caché, justement, à mes amis, que mon frère souffrait de schizophrénie. Puis malheureusement, comme je disais tantôt, c'était dans les années 90, puis ça n'a vraiment fait fuir plus d'un. Donc, je me dis, à quelque part, j'ai gardé les bons. Ces symptômes étaient très imprévisibles. Tu sais, des fois, ils pouvaient bien aller pendant 2 mois. Après ça, c'était une dégringolade pendant 2 semaines. Après ça, ils pouvaient bien aller pendant 1 an. C'est déjà arrivé, là. Pendant 1 an, il allait somme toute bien, là. Mais c'est ça, c'était très imprévisible. Puis aussi, au niveau de ses emplois, c'était très instable. Tu sais, souvent, comme je disais tantôt, les personnes qui souffrent de maladies mentales gèrent moins bien le stress. Donc, aussitôt qu'il est en période de stress, bien, ça pouvait déclencher une psychose. Tu sais, puis à un moment donné, ça ressort, hein, puis les employeurs, naturellement, ne tolèrent pas ça. Puis les études, c'est la même chose. Parfois, il entreprenait des études, là, il arrêtait. Il a fini 2 DEP, je pense, puis il a fini son cégep, mais c'est ça, souvent, il ne menait pas à terme ce qui commençait. Donc, moi, là-dedans, comment je me sentais, c'est que j'encourageais mon frère. Au début, j'y croyais, là. J'y croyais qu'il conserverait son emploi, qu'il réussirait dans ses études. Mais à force, à un moment donné, d'encourager, puis qu'il y a un échec, d'encourager un échec, bien, à un moment donné, moi, je suis venue que j'y croyais plus. Donc, comment je me sentais, c'était que je me sentais très malhonnête. Parce que dans mon cœur, j'y croyais pas, mais mes paroles disaient que j'y croyais. Donc, j'étais en contradiction avec moi-même. C'est pas le fun de vivre ça non plus. Pour ce qui est de ses amours, amitiés, amour, je le sais pas trop parce que mon frère était très discret là-dessus, mais je sais une chose, c'est qu'il était excessivement seul. Donc, je pense pas qu'il ait vécu d'amour là, à proprement parler. Pour ce qui est de ses amitiés, c'était très instable. Puis souvent, plus souvent qu'autrement, c'était pas les bonnes personnes. Parce que mon frère était très vulnérable. Puis les gens qui ont de la méchanceté, ils voient ça, eux. Donc, c'était pas souvent les meilleures amitiés. Quand mon frère était encouragé, j'allais, exemple, à son logement, tout était propre. Là, il faisait des démarches de recherche d'emploi. Tu sais, c'était vraiment... tout allait bien. Mais versus quand il était découragé, c'était vraiment l'envers de la médaille. Là, il manquait d'hygiène corporelle. Son logement, c'était vraiment le bordel. C'était vraiment l'inverse, là. Puis souvent, quand il était découragé comme ça, bien, c'est là que malheureusement, il se mettait à consommer de l'alcool. La première fois qu'il a pris de l'alcool, puis il a pris le volant. J'étais pas là, mais il a perdu son permis de conduire, il s'est fait arrêter, puis vous connaissez la suite. Mais la deuxième fois, là, il a acquis son permis après un certain temps. Je ne me souviens plus du temps, là, mais ça prend un certain temps. Il a eu son permis, puis il a bu encore, puis là, il voulait prendre le volant. Moi, j'ai été témoin de ça la seconde fois. Puis j'ai dit, tu peux pas prendre ton véhicule, puis il a été pareil. Donc, je me suis sentie très mal, mais je sentais que
je devais absolument appeler la police. Correct? Donc, c'est ça, je me sentais mal d'appeler la police parce que je sentais que, tu sais, mon cœur me disait, voyons donc, il va reperdre ses permis, ça n'a aucun sens, il souffre déjà assez, puis il ne peut pas vivre ça. Mais d'un autre côté, c'est un devoir du citoyen, puis je me sentais dans l'obligation parce que d'un, j'avais peur qu'il se mette en danger, mais de deux, j'avais peur qu'il blesse quelqu'un, qu'il tue même quelqu'un. Donc, pendant cette période-là de sa maladie qui a duré quand même 18 ans, là, je me suis beaucoup, beaucoup inquiétée pour mon frère. J'avais souvent peur. Je me disais, dans quel état il est? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se met en danger? J'avais peur aussi qu'il nous fasse du mal. On a déjà eu peur pour nous-mêmes aussi, qu'il arrive quelque chose. Mais heureusement, c'est jamais arrivé. Comme ça, ici, c'est une photo. Bon, on a une photo qui me fonctionne. Comme ça, c'est quand mon frère allait bien, donc il aidait à peinturer chez ma mère. Ça, c'est l'entretoit qui peinturait. Pour montrer que des fois, quand il allait bien, ça allait bien. Il était parfaitement, entre guillemets, normal. Il y avait une autre photo à côté. C'était une chance, je me souviens, c'est quoi la photo? C'est quand il nous avait invités à souper chez lui. Il était très fier de nous recevoir. Donc, quand il allait bien, c'est ça. C'était vraiment le jour et la nuit. Donc, il nous avait reçus. Mais malgré ça, malgré que tout était bien, bien, il avait acheté une bouteille de vin pour le souper. Puis ça prenait un ouvre-bouteille, puis il n'y en avait pas. Puis, tu sais, normalement, comment qu'on réagirait? Bon, on dirait, ah, Colin, je l'ai oublié. Ben, c'est pas plus grave que ça, ou on trouverait une solution, peu importe. Mais lui a été l'emprunter chez la voisine. Moi, j'ai trouvé ça très bon qu'il fasse ça. J'ai dit, tu sais, lui, il s'est traité de non. Il se traitait de non. Tu sais, il disait, voyons donc, je suis donc bien imbécile, moi, j'ai pas pensé à ça, franchement. Puis, tu sais, là, il se dénigrait. Mais j'ai dit, non, au contraire, tu as trouvé une solution. Puis, tu sais, c'est pas grave, c'est juste du vin. Mais c'est ça, tu sais, tout était extrême. Puis, pourtant, il allait bien à ce moment-là. Mais c'est comme la mésestime de lui-même était toujours là. Puis, mon frère n'a jamais été hospitalisé. Il n'a jamais voulu de lui-même. Comme je disais, à 19 ans, il a dit « j'ai besoin d'aide ». Il a consulté un psychiatre à quelques reprises. Il a pris de la médication aussi. Mais ce que ça faisait, c'est qu'aussitôt qu'il allait mieux, bien, hein, ouais, on voit des hochements de tête. En effet, c'est souvent le cas avec les maladies mentales. Quand ça va mieux, on abandonne. Hein? Ou quand il y a trop d'effets secondaires, on abandonne. C'est souvent le mode réactionnel chez les gens, malheureusement. Puis c'est ça. Donc, il a pris sa médication de façon aléatoire. Puis nous autres, en tant que famille, en tant que proches, bien, on voyait vraiment un changement quand il prenait sa médication. Il était beaucoup plus présent, plus souriant, plus en harmonie. On sentait que la vie coulait mieux. Mais, comme mon frère disait, lui, il disait, les médicaments, là, ça fait rien pour moi, sauf m'occasionner des effets secondaires. C'est vrai qu'il y avait des effets secondaires. Comme il disait, je trouve pas d'emploi pareil, je les garde pas, mes emplois. Puis ça, c'était vrai pour mon frère. Il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés que d'autres, mais ce qui aurait été important à ce moment-là, c'est d'ajuster la médication. Peut-être que c'était pas la bonne médication, peut-être que c'était pas la bonne dose. Il faut y aller, hein, étape par étape. Mais c'est ça qui est difficile avec les gens qui souffrent de maladies mentales. Malheureusement, mon frère il l'acceptait pas. Il voulait pas non plus. Moi, comment je me sentais dans tout ça? Bien, c'est sûr, je me sentais impuissante, avec un gros « I », là. J'aurais donc voulu sortir ma baguette magique, me semble, puis arranger tout ça. À la limite, prendre de la misère qu'il vivait, puis la garder pour moi, puis que lui aille bien, là. Mais on sait que c'est pas comme ça marche non plus. Aussi, comme je disais tantôt, quand il se sentait pourchassé, poursuivi, j'aurais tellement voulu lui épargner cette souffrance-là. Je me sentais que je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que l'écouter. Mais c'est ça qu'il y a à faire dans ce temps-là. Je me sentais aussi excessivement triste, mais en sa présence, je faisais en sorte de ne pas montrer ma tristesse. Pour ce qui est de la culpabilité, bien ça, j'aurais pu écrire un livre juste là-dessus. Je me sentais toujours coupable. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, moi, ça allait bien dans ma vie, bien, je me sentais mal parce que je me disais, tu sais, moi, ça peut pas aller aussi bien. C'est pas juste lui, ça va pas bien. Tu sais, je me sentais tout le temps tiraillée comme ça, où je sentais que j'avais de la peine
Mais je me disais, de quel droit, toi, tu as de la peine? Lui, c'est bien pire que toi. Fait qu'arrête de te lamenter. Tu sais, j'avais de la difficulté à vivre mon bonheur, en fait. Ça, c'est une photo juste pour vous montrer quand mon frère allait pas. Bien, ça, c'est un visage, comme je disais, tu sais, c'est un moment heureux. C'est un moment joyeux à Noël. Puis, tu sais, on pourrait penser, ben, c'est juste parce qu'il n'est pas content d'avoir le cadeau qu'il a eu, un gilet. Mais non, c'était pas ça. C'est que son visage, il a eu ce visage-là toute la soirée. Tu sais, quand je dis un visage inadéquat à la situation, tout le monde riait, tout le monde avait du fun. Mais lui, là, c'était... Fait qu'on savait jamais, est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'il va se fâcher? On savait jamais. C'était comme tout le temps... c'est ça. Quand il allait pas, c'était ça. Donc, à un moment donné, j'ai senti vraiment que j'étais obligée, pour mon bien-être mental à moi, de m'éloigner. Parce que, tu sais, quand on veut aider quelqu'un, il arrive parfois qu'on s'oublie plus soi-même. C'est vraiment néfaste. Puis à un moment donné, il a fallu que je pense à moi un petit peu plus puis que je m'éloigne parce que c'est en train de me nuire. Puis ce que je veux dire, oui? C'est la question que je me disais, justement. Tu es toi-même une adolescente, et vu ça devait être excessivement difficile. Oui, j'ai vécu une période de turbulence à l'adolescence. Votre adolescence et en plus la culpabilité. Oui. Bien, mon frère, en plus, c'est bien que vous le disiez, mon frère, c'était mon modèle quand j'étais jeune. Hein? Mon modèle de grand, c'est ce que je voulais devenir. Donc, quand c'est arrivé, ça, j'ai eu comme un éclatement de mes repères. J'ai eu un éclatement de mon modèle. Je ne savais pas vers qui me tourner. Donc, j'ai eu une période difficile. Je me suis replacée sur le droit chemin, une chance. Mais j'ai eu une période difficile, oui. Merci de l'avoir posé. J'ai aussi eu, à ce moment-là, quand j'ai décidé de m'éloigner, une relation plus superficielle avec mon frère. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, avant, j'allais beaucoup au-devant de mon frère. Je lui demandais comment ça va, viens, on va parler. Mais à partir de ce moment-là, je lui demandais plus. J'étais là pour l'écouter au besoin, mais je n'allais pas au-devant. Ici, dans le fond, c'est la dernière photo que j'ai de mon frère. Mon frère, ça, c'était au temps des fêtes en 2007. Mon frère est décédé en avril 2008. Puis là, il vivait à Rouyn. Il avait déménagé à Rouyn-Noranda en juillet. C'est ça, il est décédé en avril. Puis ça, c'était ma fille. Ma fille, dans ce temps-là, elle avait 4 ans. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Donc, il s'est passé du temps là, entre les deux. Mais malgré son état, parce que mon frère, rendu à ce moment-là, vous n'avez pas vu beaucoup de photos, finalement. Donc, vous n'avez pas vu, mais à ce moment-là, mon frère avait excessivement dépéri. Il avait beaucoup maigri. Il avait la peau et les os. Pourtant, il mangeait, mais il avait vraiment maigri. Il ne prenait plus de médication. Il y avait aussi eu de mésaventures dans un bar. Il avait perdu des dents. J'ai jamais su les détails de cette histoire-là. Il prenait beaucoup d'alcool. Quand il n'allait pas, il buvait de l'alcool. Donc, ça ne fait jamais un bon ménage. Surtout avec les médications, c'est terrible. Il s'était mis aussi à jouer à des machines à sous. Puis moi, je savais à ce moment-là, j'étais infirmière, puis je savais qu'il y avait tous les facteurs de risque pour devenir dépendant. Mais il me disait non, fait que je l'avais mis en garde, mais il me disait non, il n'y a pas de danger, je mets un petit montant, puis c'est tout, puis je m'amuse, là, c'est pas grave. Mais en effet, il est tombé dépendant de ça. Puis je me souviens, pas longtemps avant qu'il décède, on avait eu une discussion, puis il m'avait dit à ce moment-là, puis ça m'a marqué, il m'avait dit, je le sais, Chantal, que je suis malade, mais moi, je l'accepterai jamais. Ça, c'est assez évocateur, là. Puis, tu sais, malgré son état qui allait pas bien, tu sais, comme je disais, il pensait toujours aux autres. Il avait acheté un cadeau à ma fille, donc, puis il allait vraiment pas bien, là. Puis la dernière discussion qu'on a eue, parce que mon frère, comme je disais, il habitait à Rouyn, donc on se parlait plus au téléphone à ce moment-là. Puis j'étais plus loin de lui, fait que je le voyais moins. On devait fêter son anniversaire, puis ma fille, elle avait fait une grosse bronchite. En tout cas, ma fille qu'on voit à l'écran. Donc, j'avais dû reporter la fête parce que c'était chez nous, la fête, puis je voulais pas contaminer ma grand-mère, puis en tout cas. Donc, j'avais dit à mon frère que je reportais la fête, puis sur le coup, mon frère m'avait dit « mais il va être trop tard », mais il ne m'a pas dit ça longtemps. Puis moi, sur le coup, j'ai pas compris parce qu'à ce moment-là, quand je parlais avec mon frère, il allait super bien. Il venait de passer une entrevue, il me complimentait, ce qu'il faisait rarement, là. Il me disait que je ferais une super infirmière, toutes sortes de compliments qu'il ne me disait pas habituellement. Donc, dans ma tête, il allait super bien.
Donc, j'ai jamais pensé. Mais pourtant, j'ai toujours eu ça dans les pensées qu'un jour, mon frère pourrait s'enlever la vie, mais pas à ce moment-là. Puis, c'est ça, on avait discuté comme ça, il allait super bien. On devait fêter sa fête, je l'avais reporté, on devait fêter sa fête le vendredi. Puis le jeudi, ma mère, elle appelait. Puis quand mon frère n'était pas là, bien, il était soit parti faire une commission, quelque chose comme ça, puis il revenait dans l'heure subséquente. Il n'était jamais parti longtemps. Mais là, toute la journée, ça n'a jamais répondu. Donc, mes parents se sont décidés le lendemain de se rendre à son logement. Puis vous savez probablement la suite, hein? Donc, c'est ça, malheureusement, ils l'ont trouvé mort là, avec un arme à feu à ses côtés. Je vais prendre une petite gorgée. C'est la carte qui a été remise au salon funéraire. J'aime particulièrement le message à l'arrière. Dans ma nouvelle vie, tout est bonheur, tout est sérénité, des places de choix vous sont réservées tout à côté de moi. Parce que je sens vraiment que c'est ça. Un jour, je vais me retrouver à ses côtés. Quand je me souviendrai toujours, quand ma mère m'a appelée pour m'annoncer ça, tu sais, là, j'en parle avec détachement. Aujourd'hui, ça fait 10 ans quand même, là. Mais quand ma mère m'a appelée, là, je me souviens plus si j'étais debout ou assise, mais j'ai carrément tombé à terre. Puis c'est physique, là. Puis c'est comme s'il y avait une partie de mon ventre que tu m'arrachais, là, tu sais, physiquement. Je pleurais, je capotais, en bon français. Puis je me sentais mal pour mes parents parce que je dois avouer honnêtement que j'étais contente parce que mes parents m'avaient demandé « Veux-tu venir? » Puis j'avais dit « Non, je ne veux pas y aller. » Parce que je me doutais. Je me doutais que ça allait pas puis que là... puis je voulais pas y aller. Je voulais avoir un bon souvenir de mon frère. Puis honnêtement, avec vous, je suis contente de ne pas avoir vu ça. Mais en même temps, j'aurais tellement voulu épargner ça à mes parents. De voir ça. C'est quelque chose qui doit être tellement horrible. Donc, mais j'ai pas pu l'empêcher. Ce qui a été excessivement difficile aussi après sa mort, bien, ça a été de vider son logement. Parce qu'il fallait vider le logement, on ne pouvait pas laisser ça là. Ça a été difficile, mais ce qui a été le plus difficile, oui, ça a été difficile de voir l'état, parce que oui, il y avait nettoyé, là, mais on pouvait très bien voir, comprendre ce qui s'était passé. Hein? On n'a pas besoin d'être un enquêteur là, pour comprendre ce qui s'était passé. Là. Avec les détails, on savait très bien. Mais ce qui a été le plus dur, ça a été pas ça, ça a été de se départir de ses biens. Parce que là, ça fait vraiment... J'ai pas de retour en arrière possible. Là. Mon frère n'est plus là. Il ne reviendra pas. Donc ça, c'est très difficile au début. Là. Puis quand on a vidé son logement, on s'est rendu compte. Tu sais, ça prend pas grand jour. Quand j'y ai parlé, il allait bien. Là. Il allait réellement bien. Parce qu'il n'était pas capable de faire semblant qu'il allait bien au téléphone. Je l'aurais su s'il allait pas. Il n'était pas capable d'inventer qu'il allait bien. Mais on a vu qu'il était dans un état de paranoïa, genre la semaine précédant son décès. Pourquoi? Parce que il nous avait laissé des lettres. Puis cette lettre-là est en copie intégrale dans mon livre, d'ailleurs. Je tiens à la montrer pour démontrer à quel point mon frère, malgré toute sa souffrance, sa maladie, pouvait avoir toute cette lucidité-là, mais à quel point il souffrait. On la voit, on le perçoit très bien dans sa lettre. Qu'est-ce que je disais? Je voulais dire ça. C'est ça, il était dans un état de paranoïa parce que dans nos lettres, il avait laissé une lettre à moi, à mes parents aussi, à mon père, à ma mère. Puis dans la lettre de mon père, il y avait une suite de calculs mathématiques à faire pour pouvoir, parce qu'il nous léguait des biens à moi, à mon père, à ma mère, différemment. Il avait tout pensé à ces détails-là. Puis il avait mis ça dans un garde-robe, mais il avait cadenassé ça avec un cadenas bien fermé. Puis il y avait une suite d'opérations mathématiques pour réussir à savoir la combinaison, finalement. Mais c'était très complexe, là. Mais ce qu'il n'a pas pensé, c'est que les policiers, quand sont arrivés, eux autres, la barre à clous, puis on ouvre tout ça, c'est clair, hein, pour voir ce qu'il y a derrière. Donc, mon frère, il allait pas bien. C'était plein de bouteilles d'alcool, c'était plein de vaisselle sale. C'était dans un état pitoyable, là. Le frigidaire était vide. Puis, il y avait... La seule chose qui restait dans le frigidaire, c'était un gâteau au chocolat. Parce que c'était la fête, ça avait été la fête à mon frère, mais ça avait été la fête une semaine précédente. Puis le gâteau n'avait jamais été mangé. Donc, j'ai jamais su d'où il venait, ce gâteau-là. Là. Mais c'était la sorte de gâteau préféré à mon frère au chocolat, puis il n'avait même pas mangé. Donc, je me dis, il allait vraiment pas bien. Peut-être qu'il l'avait oublié ou je ne sais pas. Il y avait aussi, malgré cet état-là, c'était tout
planifié très, très, très à l'avance. Ça faisait longtemps qu'il avait planifié ça. Pourquoi? C'est qu'on a découvert dans son portefeuille un cours d'armes à feu. Il avait suivi un cours pour pouvoir, tu sais, on sait que mon frère ne va pas à la chasse, là, il n'a jamais été à la chasse, donc, tu sais, il s'est assuré de ne pas manquer son coup. Donc, on a découvert aussi avec les jeux qui étaient dépendants, qui avaient des dettes sur ses cartes de crédit, il ne nous en parlait plus de ça depuis un bout de temps. Parce qu'avant, il nous le disait quand il y avait des problèmes, mais là, il s'était refermé comme une coquille. Donc, qu'est-ce que ça m'a amené à vivre, ça? Moi, bonjour. C'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Donc, moi, inconsciemment, je m'étais éloignée, comme je disais avant le décès de mon frère, je m'étais éloignée. Puis j'avais comme idée dans ma tête, puis c'est totalement faux, mais je pensais, tu sais, que si un jour mon frère allait mourir, que ça me ferait moins mal. Je voulais me protéger en quelque sorte. Mais c'est totalement faux. Ça m'a fait mal encore plus même parce que là, je me suis sentie coupable de m'être éloignée. Hein? C'est comme ça. Puis les émotions, bien, suite à cet éloignement-là, bien, suite au décès, je veux dire, c'est sûr que ça l'a fluctué, hein? Mais quand que c'est, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr qu'il m'arrive de pleurer encore, mais quand ça arrive, l'émotion est vraiment, vraiment présente. Je vais vous faire travailler juste un petit peu, hein? Parce que là, je trouve que c'est juste moi qui parle. Vous allez me dire un mot. Quelle émotion vous pensez j'ai vécue tout de suite après son décès en voyant cette image-là? Rupture. Culpabilité. Le petit bonhomme, il fait quoi? Ouais, donc c'est... Ouais, de la tristesse, en effet. Oui, mais la rupture, c'est vrai aussi, mais justement, cette rupture-là, ça m'a fait vivre beaucoup de tristesse. Donc, les premiers jours, ça a été terrible. J'étais infirmière à ce moment-là, de nuit. C'était fou, c'était fou. Je mangeais plus, je dormais plus. Je fonctionnais comme un robot, là, tu sais. OK, on se lève, on marche. Puis à un moment donné, ça ne marchait plus. Je n'étais plus en mesure, parce que quand tu es infirmière, tu prends soin des autres, hein? Mais là, il fallait que je prenne soin de moi. Je n'étais plus en mesure de prendre soin des autres. Donc, j'ai décidé de me mettre en arrêt de travail. J'ai été chercher de l'aide. Ce qu'il faut faire quand on a besoin d'aide, c'est justement aller en chercher, pas rester isolé avec ça. J'avais vraiment besoin de parler. Donc, moi, dans mon cas, je suis allée au CLSC demander de l'aide. Puis je ne le savais même pas à ce moment-là, mais quand tu es un proche, qu'il y a un proche près de toi qui s'est enlevé la vie, tu peux aller aux préventions du suicide. Moi, je pensais que prévention du suicide, à ce moment-là, c'était juste pour les personnes qui veulent s'enlever la vie, mais non, il aide les proches également. Ma tristesse, c'était vraiment, c'est sûr, hein, quand quelqu'un meurt, tout le monde a vécu ça, probablement qu'un proche meurt dans votre vie, vous l'avez vécu. On a un sentiment de vide qui est très intense, mais aussi j'avais plus beaucoup d'espoir qu'un jour mon frère se rétablisse et qu'il aille mieux. Mais j'avais quand même un petit espoir qu'un jour ça aille mieux. Bien, cet espoir-là, il n'y en avait plus parce que là, il était parti. C'était anéanti. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de penser à l'intensité de la souffrance de mon frère. Ça vraiment, c'était ce qui me chavirait le plus. Puis aujourd'hui, comme je dis, bien, tu sais, ça fait 10 ans. Puis oui, je me laisse le droit de pleurer parfois, tu sais. Ça m'arrive, puis ça va m'arriver probablement toute ma vie. Hein. Quand on perd quelqu'un, ça laisse une cicatrice, puis ça reste là. Puis des fois, c'est bien même de pleurer. Une autre émotion que j'ai vécue, qu'est-ce que c'est que ça? Un mot. Avocat. Tu sais, quand le juge, il cogne le chef, tu es coupable. Et voilà. Donc, j'avais vraiment un envahissement de cette émotion-là. C'était déjà présent quand il était vivant, comme je disais, je n'étais jamais bien finalement. Mais là, après sa mort, c'était encore plus présent. Puis c'est normal de se sentir coupable parce que c'est une étape de deuil qui est parfaitement normale. Mais il faut faire attention, par exemple, parce que si on reste là-dedans toujours, moi, j'aime comparer ça avec une plante grimpante. Une plante grimpante, ça peut être beau dans un jardin, mais il faut s'en occuper parce que sinon, si on ne s'en occupe pas,
ça peut faire mourir toutes les plantes environnantes. Mais c'est la même chose pour l'émotion. Si je laisse ma culpabilité prendre toute la place, mais toutes mes autres bonnes émotions qui sont là en moi, ils viennent qu'à mourir. Puis si je suis juste coupable, ça ne peut pas fonctionner là, à un moment donné. Hein? Puis comme je disais, en m'étant éloignée de mon frère, ben tu sais, puis je le sais que c'est pas ça, là. Mais quand mon frère est décédé, c'est comme si j'avais senti que j'y avais contribué. Je l'ai abandonné. Donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé, tu sais, dans ma tête, là. Aussi, j'avais souvent, comme je disais, pensé à un jour, mon frère pourrait s'enlever la vie, mais à ce moment-là, j'y ai pas pensé. Donc, c'est comme si j'avais pas été à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi, là? J'étais pas une psychologue, c'était pas moi qui avais ce rôle-là. Je pouvais pas... on peut pas tout savoir, tout contrôler, hein. Mais à ce moment-là, je vivais ça et c'est normal. Puis, à ce moment-là, encore là, j'avais de la difficulté à vivre mon bonheur, ce qu'aujourd'hui, c'est question du passé. Il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Ça, là, je les mets les deux ensemble. Donc, le premier amène le second. Qu'est-ce que le premier? La première photo. Les pourquoi, hein? Les fameuses questions. On a-tu de ça des questions, hein? Mais des questions sans réponse. Qu'est-ce que ça me faisait vivre, ça? La frustration. Ouais, la madame n'est pas contente, je pense. J'aurais bien pu me faire poser, mais c'est pas moi. Les questionnements qui m'ont amené à vivre la frustration. Parce que toutes ces questions sans réponse-là, là, ils m'ont amené à être fâchée. J'étais fâchée, je ne comprenais pas. Puis comme je vous disais au début, ma foi, là, ça l'a brassé, là, parce que ces questions-là, que j'avais pas de réponse, je pouvais pas, je me disais, mais si un Dieu juste est bon, comment ça qu'il fait ça? Tu sais, hein? La foi, des fois, c'est normal qu'elle soit ébranlée. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai cheminé depuis ces années-là. Bien, ça m'a servi, cette expérience-là, à grandir. Ça m'a servi à me rapprocher au niveau spirituel avec mon frère, comme je vais vous parler, mais ça m'a vraiment appris à laisser aller. Quand on n'a pas de réponse, à lâcher prise. Hein? Il y a plein de sujets qu'on n'a pas de réponse dans la vie. Mais c'est bon, à un moment donné, je laisse ça à plus fort que moi. Je m'en remets à ça, aujourd'hui. Mais à ce moment-là, là, c'était pas le cas. Ici, qu'est-ce que ça peut être? Oui, mais au niveau de mes émotions. C'est ça, c'est juste le petit peu qui paraît, et alors que sont... Mais je vous dirais que c'est la seule émotion positive, puis je suis bien honnête, là, en toute humilité, que j'ai vécue. C'est positif, ça. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas évident. Je vais vous le dire. Ben, oui, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est la libération de mes inquiétudes. Hein? Je m'en suis tellement faite, je m'en faisais quotidiennement pour mon frère. Même quand je m'étais éloignée, c'était toujours ici. Comment il va, mon frère? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se met en danger? Est-ce qu'il manque de manger? Est-ce qu'il mange à sa faim? Est-ce qu'il prend ses médicaments? Ça tourne, hein? Donc, c'est à ce niveau-là. Puis, comme je disais, bien, ça m'a permis, cette libération-là. Oui, mon frère n'est plus là de corps, mais je vis aujourd'hui un rapprochement spirituel dans le sens où je sens que mon frère est partout. Il est partout. Vous allez le voir plus tard. C'est grâce à mon frère que je fais tout ça aussi. Ça donne un sens à ce que je fais. Donc, je suis rendue maintenant. Qu'est-ce qui peut aider pour vivre sainement un deuil? Puis quand je disais, comme je disais tantôt, un deuil, c'est pas juste une mort de quelqu'un. Un deuil, c'est vécu lors de toute perte importante. Vous comprenez quand je dis ça? OK. Puis, il y a un chemin vraiment, puis c'est unique à chaque personne, d'acceptation qui est nécessaire. Et il faut s'accorder cet espace-là, cet amour-là pour soi. On est souvent très indulgent envers les autres, mais envers soi-même, on est très sévère. Puis je m'inclus dans le lot. Mais aujourd'hui, je le suis moins. Premièrement, une chose qui est excessivement importante, c'est bien de vivre sa peine puis ses autres émotions.
Oui, Guy Corneau, je l'aime beaucoup. Puis quand j'ai écrit ces citations-là, il est encore en vie, il est décédé aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que la bienveillance que nous manifestons à notre égard constitue une des premières conditions de la guérison du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je m'accorde cette place-là pour moi, pour aller mieux, bien, c'est sûr que ça va m'aider. Mais si je ne m'accorde pas de bienveillance envers moi-même, comment puis-je mieux aller? Comment puis-je guérir? Ça va être très difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut vivre ces émotions. C'est vraiment, selon moi, une nécessité. Puis, encore là, une étape du deuil qui est normale, qui est la première, c'est le déni. Hein? On est en déni, on veut pas en entendre parler, ça fait trop mal, on veut s'isoler, on change les idées, on fait d'autres choses, puis c'est normal. Mais il faut faire attention encore là, parce que moi, j'aime comparer la période du déni qui est trop longue à un boomerang. Le boomerang, là, quand je le lance, il s'en va. Hein? Quand je suis dans le déni, mon émotion, je ne la vis pas. C'est mon boomerang, il est parti. Mais ça revient, ça, hein? Ça revient, cette affaire-là, mais c'est vrai. Mais l'émotion, elle va revenir aussi. Puis quand le boomerang, il revient, souvent, il revient plus fort que quand il est parti. Bien, c'est la même chose pour l'émotion. Quand elle revient, là, ça frappe. Puis ça fait encore plus mal. Puis c'est plus dur de guérir à ce moment-là. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Oui? OK. Donc, il faut s'accorder de la compassion envers soi-même. Qu'est-ce qu'on ferait envers un ami qui vit une grosse perte? On lui dirait, bien, prends ton temps, puis prends le temps de vivre ce que tu as à vivre. C'est souvent ce qu'on entend, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est pour soi-même? Est-ce qu'on se permet ça? Bien, il faut se le permettre. Puis il y a un temps qui est nécessaire aussi, hein? On ne peut pas du jour au lendemain aller mieux, puis il faut s'accorder ce temps-là. Puis, tu sais, chaque chose fait son temps. Comme les saisons changent, bien, nous aussi, avec le temps, on accepte plus. C'est la même chose. Puis, la peine, comme je disais tantôt, c'est jamais totalement acquis. Là. OK, du jour au lendemain, bon, tiens, c'est fini cette affaire-là, j'ai plus de peine. Ben non. Ça va toujours, comme je disais, être une cicatrice. J'ai conçu à cet effet-là un outil de pleine conscience qui est sur mon site Internet. Je vais vous donner les coordonnées tantôt. C'est un outil bien simple qui consiste à prendre conscience de ses émotions. Ça semble bizarre à dire comme ça, mais souvent, on peut vivre plusieurs fois dans une même journée la même émotion, puis on ne s'en rendra pas compte. Mais quand on s'en rend compte, quand on prend conscience, ça aide énormément à justement prendre conscience de ce qu'on vit. Puis quand on en a conscience, ça aide énormément à aller mieux, puis ça aide à se comprendre, à se connaître davantage. Donc, si vous êtes intéressé, c'est sur mon site que je vais vous donner tantôt. Ce qui est important aussi, c'est de parler. Hein? Parler, pas rester notre misère pour soi quand on vit une difficulté, quelle qu'elle soit la difficulté. Il faut être écouté aussi. Aidons-nous mutuellement, la charge des malheurs en sera plus légère. C'est tellement vrai. Puis c'est tellement vrai que souvent, c'est pas tant d'avoir des solutions, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est d'être écouté. Parce que souvent, quand on s'entend dire les choses, on trouve nous-mêmes nos propres solutions. C'est ça qui est merveilleux. Puis si on ne parle pas à personne, bien là, je ne me parlerai pas tout seul devant mon miroir pour trouver mes solutions quand même. Donc, c'est plus difficile. Mais encore là, il faut choisir à qui parler. Hein? Parce que certaines personnes, puis ce n'est pas nécessairement pour mal faire, mais certaines personnes, d'un, ils ne nous écouteront pas vraiment, mais en plus, ils vont nous juger sur ce qu'on dit. Hein? Ça arrive régulièrement. Donc, il faut choisir notre personne à qui on parle, qui va nous offrir vraiment de l'écoute. Parce qu'offrir de l'écoute, c'est pas donné à tous. C'est une faculté d'acquérir de l'écoute, vraiment de l'écoute active. Ou des fois, on va entendre, on va se faire conseiller des choses. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste être écouté. Donc, c'est important de choisir. Donc, je vous ai donné des exemples de ressources, mais moi, c'était dans ma situation à moi. Mais, tu sais, peu importe la situation que vous vivez, le CLSC, c'est une très bonne place à aller. Il y a l'accueil psychosocial, il vous donne un rendez-vous. Je pense que c'est en 24-48 heures, c'est pas très long. Il y a aussi le 811 qui est un service 24 heures sur 24. Donc, si vous êtes chez vous, vous êtes mal pris, vous avez besoin de parler à quelqu'un, c'est l'option 2. Il y a des intervenants qualifiés là, qui vous répondent 24 heures sur 24 aussi. Là, j'ai mis des organismes pour les proches, là, mais ça peut être n'importe où ailleurs. Ça peut être un ami, ça peut être... C'est pas obligé d'être un psychologue, hein, des fois. Ça peut être vraiment avec quelqu'un qu'on se sent bien pour parler.
une affaire qui est difficile parfois à faire, puis ça, c'est pas juste avec quelqu'un qui souffre de maladie mentale, mais c'est bien dans toutes les sphères de nos vies. S'écouter et fixer ses limites, hein? Que ce soit au travail, que ce soit dans peu importe, dans une situation amoureuse, avec un proche qui souffre de maladie physique, maladie mentale, c'est très important de s'écouter, d'apprendre à connaître nos limites tout d'abord et de les dire. Parce que l'autre ne peut pas deviner non plus. Pourquoi qu'il faut faire ça? Bien, moi, je trouve ça alarmant, là, la citation ici. 60% des aidants naturels présentent un niveau de détresse émotionnelle 3 fois plus grand que chez la population en générale. Puis ça, les aidants naturels, ça peut être... On va tous être aidants naturels une fois dans notre vie au moins, que ce soit pour un parent qui est en fin de vie, un parent qui a une maladie chronique, peu importe, on va tous l'être. Donc, c'est important, ça, de tenir ça en considération. Puis encore là, comme je disais, c'est normal d'aider, puis on veut tellement aider, puis je l'ai vécu, donc je comprends c'est quoi. On veut tellement aider l'autre qu'à un moment donné, on vient quasiment se détacher de soi-même, on prend plus en considération nos besoins. Mais pourtant, il faut se laisser cette place-là, parce que ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas personne qui est à l'abri de maladie mentale, hein? À la longue, je peux développer de maladie mentale si je ne me permets pas cette place-là pour moi. Donc, c'est important de s'accorder cet espace-là. Puis notre proche qu'on aide, peu importe pour quelle raison, il a besoin de savoir nos limites. Parce que s'il ne les sait pas, comment voulez-vous qu'il les respecte, d'un? Mais de deux, souvent, en santé mentale particulièrement, bien, ils ne sont pas conscients. Souvent, ils ont de la difficulté, ils sont trop centrés sur leurs problématiques. Donc, ils ne sont pas en mesure de comprendre qu'on a des limites. Donc, c'est bien, c'est encore plus important de les dire. Un autre élément, puis c'est très difficile, celui-là, il est difficile à vivre, à acquérir, disons. C'est bien le lâcher-prise. Puis j'adore ce message de sagesse-là, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Puis ça, aujourd'hui, je le mets en application. Ce que ça veut dire en bon français, c'est que si je peux changer quelque chose dans une situation, bien, go, on fonce, puis on essaye. On essaye différentes solutions. Mais si j'ai pris conscience que je ne peux rien faire, bien, laisse ça aller. Je le laisse aller. Mais aussi, de comprendre la différence entre ce que je peux changer versus ce que je ne peux pas. Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Hein? Parce que des fois, on peut essayer de tout vouloir changer, mais c'est de s'épuiser. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je suis sûre que je ferai le tour de toutes vous autres. Vous connaissez toute une situation actuellement dans votre vie que vous ne pouvez rien faire. On en a tous, tout le temps. Et voilà, la pluie ce soir. On va aller arrêter ça. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Puis il y a des situations plus compliquées que d'autres, hein, qui sont plus difficiles à lâcher prise. Voilà. C'est un apprentissage d'une vie. Parce qu'on est habitué. On est habitué, surtout dans la société occidentale dans laquelle on vit, de contrôler. On contrôle tout. On contrôle la vieillesse, on contrôle... hein, tout est là pour contrôler. Mais s'il y a certainement une chose qu'on n'a pas de contrôle, c'est par exemple, au niveau de mon frère, son acceptation. Je ne peux pas accepter à sa place sa maladie. Ça y appartenait son rétablissement. Ça, je ne pouvais pas rien faire. Je pouvais être là pour le soutenir, mais je ne pouvais pas être là pour le faire à sa place. Donc, on n'a pas de pouvoir à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, j'essaie de laisser aller sur quoi je n'ai pas d'emprise comme ça. Celui-là, c'est un gros morceau, mais qui aide énormément. Mais quand je dis rechercher du sens, on ne peut pas rechercher du sens quand on vit un deuil. Tu sais, quand on vit un deuil, qu'on est en plein dedans, là, on ne trouvera pas un sens à ça, puis c'est parfaitement compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tempête. Hein? Puis quand on est dans une tempête, on ne voit pas clair. On ne voit pas clair. Tant que la tempête ne se sera pas estompée, là, on ne peut pas donner du sens. On ne peut pas voir clair. Mais à partir du moment, j'adore Guy Corneau, comme on peut voir, à partir du moment où une personne accepte que les circonstances puissent avoir un sens, elle se retrouve actrice de sa propre vie. Puis je trouve tellement que c'est vrai parce que je le vis. Je le vis beaucoup, ça. Quand on donne un sens à quelque chose, je ne resterai pas... Parce qu'on peut être soit un spectateur qui regarde ce qui se passe, puis même se considérer comme une victime,
où on peut donner un sens à ce qui arrive, même si des fois, c'est difficile à percevoir un sens, mais avec du recul, on peut y arriver. Puis, j'agis avec le sens que j'y ai donné. Comme moi, le sens que j'ai donné avec la situation avec mon frère, c'est qu'aujourd'hui, j'aide les gens avec leur bien-être mental. Ça me tient vraiment à cœur. Donc, c'est le sens que j'y ai donné. Il m'a aidé à devenir une meilleure personne, plus à l'écoute, et puis j'aide les gens avec ça. Puis ça m'aide à donner un sens, ça m'aide beaucoup. Tu sais, ça nous arrive tout un matin qu'on se lève, là, qu'on sent « Ah, on se sent pas bien, on se sent je resterai bien dans mon lit un matin. Hein? » Bien, ça m'aide beaucoup, ça, à me retrousser les manches puis à avoir de l'énergie pour faire mes journées, pour aider les gens. Ce sens donné-là. Bon. Conserver ses intérêts, ça aussi, c'est excessivement important. Pourquoi? Parce que la santé mentale, c'est trouver un juste équilibre, pas dans juste un aspect, mais c'est dans tous les aspects de sa vie. Puis les intérêts, les loisirs, si vous voulez, ça en fait partie. Donc, c'est excessivement important. Puis je l'ai vécu, tu sais, quand mon frère a eu sa maladie, quand j'ai eu différents deuils au travers de sa vie à mon frère. Puis à chaque fois, ça m'a fait la même chose. C'est que j'avais une perte d'intérêt, d'un, parce que je me sentais coupable d'avoir un loisir, mais de deux, c'est que j'avais une perte d'intérêt, ça ne me tentait plus. Moi, j'ai toujours fait de la danse, j'en ai toujours fait. Cette année, j'en fais pas exceptionnellement, mais j'en ai toujours fait depuis que je suis toute petite. Puis ça me disait vraiment plus rien, là. Mais c'est normal d'avoir cette perte d'intérêt-là. Puis ça peut être n'importe quoi. Il y en a que c'est de la couture, il y en a que c'est de la peinture, peu importe c'est quoi. Mais c'est important parce que c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous différencie en tant qu'être humain. On a tous des goûts différents. Donc, c'est important de laisser cette flamme-là allumée parce que c'est une facette de nous qui est très bonne pour notre santé mentale. Puis les premières fois, j'ai trouvé ça très difficile de recommencer. La culpabilité était ici là, pour me chanter des chansons. Mais plus que j'y suis allée, je me suis dit ça vaut vraiment la peine parce que j'ai vu un changement de mon état. Je me sentais de mieux en mieux. Ça va? Oui. Je suis en train de dire, c'est raide, les chaises. Oui, c'est un peu raide. Ça achève, ça achève. Hey, je voulais juste te demander quelque chose parce qu'il y a eu comme une espèce d'émission de télévision cette semaine, puis il faisait une différence entre les gens peuvent avoir une santé mentale déficiente sans avoir une maladie mentale. OK. Bien, ça serait peut-être plus une déficience intellectuelle ou... Non. Il donnait comme exemple santé mentale. C'est une personne, je ne sais pas, moi, qui a comme de la misère à avoir des, avoir des échéances, puis les années, là, tandis que la maladie mentale, c'est comme la schizophrénie. Il y en a beaucoup des maladies mentales, mais c'est ça, c'est vraiment une maladie mentale déterminée, tandis que santé mentale, en tout cas selon la personne, là, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. OK. Bien, tu sais, ce qui différencie une personne, moi, j'aime pas le mot normal, parce que qu'est-ce que la normalité, en fait? Mais entre ce qui définit une personne normale et une personne qui a une maladie mentale, c'est vraiment la chère Bible DSM-5 qui répertorie les maladies mentales selon des critères bien stricts. Puis ça repose sur un psychiatre qui diagnostique. Puis bien souvent, un psychiatre, c'est pas comme une fracture qu'il voit sur un rayon X, que c'est une fracture bien évidente. Donc, ça repose sur le jugement clinique du psychiatre. Puis ça arrive souvent que les psychiatres se trompent. La personne peut avoir 3 puis 4 diagnostics avant de trouver le bon. Ça arrive. Mais ce que vous dites, bien, je pense que ce qui différencie, c'est ça. C'est les critères de diagnostic. Bien, je pense que je viens d'avoir un flash. Bien, c'est un peu genre les gens qui sont alcooliques. OK. Les gens qui sont pas capables d'arrêter de jouer. OK. C'est plutôt santé mentale. OK. Mais ça, je verrais ça plus des problèmes de dépendance. Oui. Ouais. Mais souvent... c'est pas une maladie mentale qui est irréversible. OK. Mais ça, je dirais plus c'est un problème concomitant qui est souvent lié avec la maladie mentale. Ouais. Souvent, quand il y a une maladie mentale, il y a des problèmes de dépendance. Alimenter sa foi, c'est une autre chose. Puis ça, je dirais que c'est un des plus importants, selon moi, aujourd'hui. Ça m'a tellement aidée. Parce que la foi, c'est une magnétisation à laquelle on s'abandonne puis qui donne une certitude sans preuve. Hein? On peut s'abandonner puis dire, regarde, je comprends pas ce qui se passe, mais
je m'en occupe pas, je te laisse t'en occuper. Ça aide énormément. Oui, ça marche. Puis comme je vous disais, ma foi, là, elle a été brassée plusieurs fois, mais aujourd'hui, elle est très forte. Je sens cette foi-là en moi beaucoup. Mais puis quand je vis une situation difficile, pour moi, c'est la prière. Mais tu sais, ça peut être une méthode tout autre. Ça peut être, il y en a que c'est la méditation, le yoga, la visualisation. Peu importe c'est quoi, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est la stabilité intérieure que ça apporte. C'est la capacité de lâcher prise, justement, qui est plus présente. On est plus capable de donner un sens aussi à ce qui nous semble pas en avoir à premier abord. Puis je pense sincèrement qu'au fond de nous, parce qu'il y en a qui vont nous dire « Non, mais moi, je crois pas, là, moi, je crois à rien. » Correct. Mais souvent, si on prend le temps de s'écouter profondément à l'intérieur de nous, je crois que, surtout quand on est enfant, à partir de quand on grandit, on a tout ça au fond de nous. Puis des fois, ça s'est éteint parce qu'on a vécu des choses difficiles. Je comprends, je l'ai déjà vécu. Des fois, il y en a qui vivent des choses tellement atroces, je comprends que ça puisse être ébranlé, puis qu'il y en a qui disent « ça fait tellement mal que moi, je ne crois plus ». Mais si ils se donnent la peine de réallumer, tu sais, je pense qu'on a toute cette petite étincelle-là qui n'attend juste que d'être réallumée. Puis c'est comme un feu, hein, un feu qui se consume, il faut l'alimenter pour que ça continue de faire des flammes. Mais je pense que c'est la même chose pour la foi. C'est que si j'ai une petite étincelle, bien, c'est le moment là, d'aller mettre des petits bâtonnets pour que ça devienne une flamme ardente puis de continuer de faire jaillir cette foi-là. Puis comme je disais également, bien, ma foi m'aide également beaucoup à donner un sens puis à passer au travers des épreuves parce que c'est toujours là, avec moi, ça me soutient. Au final, bien, comme je disais, mon frère, il n'est plus là physiquement, mais il est partout. Mais c'est exactement ça que ça dit. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Parce qu'il est dans mon cœur, mon frère. Il me suit partout. Il est toujours là, en moi, au niveau spirituel. Je lui parle souvent. Tu sais, je vis ça bien, à un autre niveau. Donc, là, ça semble bizarre comme ça, écrit comme ça, là, mais quand on fait un deuil, quand notre processus est fait, hein, puis tu sais, là, statistiquement parlant, j'aime pas tellement les statistiques, mais en moyenne, un deuil, ils disent que ça dure 2 ans. Mais je suis pas d'accord avec ça parce que ça peut tellement varier. Tu sais, il y en a que ça peut être 10 ans, il y en a que c'est jamais fait, il y en a d'autres, tu sais, avec 2 ans, là, en tout cas, on prend ça comme avec un grain de sel, mais après l'acceptation, qui est la dernière étape du deuil. Donc, quand j'ai appris à composer avec la situation, quand j'ai appris à faire avec, si on veut, bien, on peut faire un choix conscient, je pense, qui est soit je continue de me percevoir comme une victime dans ce qui s'est passé, et donc d'être un spectateur qui regarde et qui fait « pauvre moi, c'est moi que j'ai vécu ça, ça n'a pas d'allure », ou j'arrive à donner un sens à ce qui m'est arrivé, puis j'agis avec ce sens donné-là. Puis moi, vraiment, ça fait toute la différence pour moi avec ce que je fais aujourd'hui. Si je n'avais pas donné de sens, pensez-vous que je ferais ce que je fais? Vraiment pas. Je trouve que c'est tellement bénéfique de pouvoir y donner un sens. Puis je crois aussi qu'on peut consciemment faire ce choix-là. C'est pas juste, ça ne m'est pas tombé du ciel, j'ai décidé de. C'est un choix qu'on prend. Je vais vous lire un petit passage de mon livre à cet effet-là qui évoque exactement ça. Puis ce que mon frère m'a laissé, ce que j'ai mis en bas, oui, j'ai eu des difficultés à traverser, beaucoup, mais c'est également un cadeau de la vie que mon frère m'a fait parce qu'il m'a permis d'évoluer. Il m'a permis vraiment d'évoluer en tant qu'être humain. Je vais vous lire le petit passage. Je sais éperdument que ta vie n'a pas été facile, mais sache que tes difficultés m'ont aidé à devenir, par la même occasion, un être meilleur. L'épreuve de ta perte m'a donné une meilleure connaissance de moi-même et de mes limites. Bref, tu m'as beaucoup aidé dans le développement de ma sensibilité, donc à mon épanouissement personnel. Également, je comprends un peu plus cette maladie mentale qu'est la schizophrénie. Je suis dorénavant plus sensible et je ressens un besoin que je concrétise dans le cadre de mes fonctions professionnelles d'aider les personnes à améliorer leur bien-être. Le pourquoi des difficultés de ta vie est difficile à déterminer, mais elles auront au moins apporté cet aspect de bien dans ma vie et je t'en remercie. Voilà pour ça. J'achève.
Ça, c'est une petite citation. Je vais vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. Mais ça, c'est des citations que je fais, que je rédige souvent, principalement sur Facebook. Les épreuves sont difficiles à vivre, mais peuvent devenir nos meilleurs alliés en termes d'apprentissage. Puis je trouve tellement que c'est vrai, ça. Parce que oui, c'est difficile, une épreuve, mais par la suite, on a tellement acquis au niveau des apprentissages. C'est fou ce qu'on apprend de nos épreuves. Un petit ajout personnel pour vous dans le confort de votre foyer. J'espère vraiment que vous avez apprécié votre visionnement qui se voulait un message d'espoir à travers l'épreuve. J'espère avoir été en ce sens-là. Si vous êtes intéressé à vous procurer mon livre « 1001 regards pour une solitude », je vous invite à aller sur mon site internet au www.chantal avec un E, labrec, labrecque.ca. Dans l'onglet boutique, vous allez trouver mon livre. J'ai mis les frais d'expédition au minimum. Il est disponible à l'international et vous pouvez être certain que je vais mettre un mot dédicacé pour vous à l'intérieur. Je vous invite également à aller voir ma section service toujours sur mon site. J'offre de l'accompagnement également via Skype. Donc, vous qui êtes dans le confort de votre foyer, c'est sûrement un service qui serait pour vous. J'offre différents accompagnements que vous pourrez voir et vous pourrez être à même de constater mes autres services que j'offre sur mon site. Si le cœur vous le dit, je vous invite aussi à vous abonner ou vous me suivre sur la plateforme de votre choix. Principalement, je suis active sur Facebook, Instagram, un petit peu moins YouTube. Et vous serez à même de me suivre pour voir mon second livre qui s'en vient, qui va porter un livre vraiment de mieux-être et différentes publications que je fais également sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Dans mon site Internet, il y a également la façon de me contacter, mon téléphone, mon courriel. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Sur ce, je vous dis, laissez briller la partie divine en chacun de vous et au plaisir.